Vous avez été nombreux ici à participer à une enquête nationale sur les approvisionnements et sur la manutention sur les chantiers. Elle va vous être présentée par monsieur le professeur Druet-Cabana et Céline Berthelot, IPRP dans notre service. Voilà. Donc je vais vous présenter l'étude qui est réalisée donc à chaque journée de santé au travail du BTP. Donc cette année, pour ces journées, donc l'accent a été mis sur l'étude des TMS et de la gestion des approvisionnements et des évacuations de déchets dans une population qui est ciblée, qui est la population des très petites entreprises. Et pourquoi avoir ciblé ces entreprises? Simplement parce que c'est en grande partie ces entreprises qui forment ce secteur d'activité. Donc je voudrais remercier l'ensemble du groupe de travail qui a participé à l'élaboration des questionnaires et de la méthodologie de l'étude, donc les membres du GNM-ST-BTP et les membres de l'AMCO-BTP du Limousin. Juste en préambule, les TMS sont des pathologies bien sûr très fréquentes dans le bâtiment et les travaux publics. C'est la première cause de maladie professionnelle. Pour expliquer ces survenues de ces pathologies, en grande partie, il existe, donc les métiers du bâtiment sont quand même très physiques, il existe des facteurs biomécaniques, port de charge, gestes répétitifs, posture pénible, des facteurs organisationnels, justement l'approvisionnement, l'évacuation des déchets. Donc on parle beaucoup de la mécanisation, mais il reste aussi beaucoup, et on le verra dans cette étude, beaucoup de travaux qui restent manuels. Pourquoi parler des TMS? Parce que ça a quand même des conséquences très importantes, conséquences individuelles. C'est douloureux, ça fait mal, et ça peut être responsable d'inaptitude, mais également des conséquences au niveau des entreprises, puisque c'est quand même, en termes de production et d'absentéisme, quelque chose d'assez important. Donc, nombreuses très petites entreprises dans le bâtiment, et c'est pour cela que, globalement, le GNM ST-BTP et l'AMCO-BTP, les Limousin, ont souhaité s'associer pour réaliser l'étude que je vais vous présenter avec Céline Berthelot. Alors, ça change. Ah, voilà, j'étais trop vite. Bon. Excusez-moi. Voilà. Donc les objectifs de cette étude étaient doubles. Donc tout d'abord de déterminer la prévalence des lombalgies. Donc on s'est ciblé non pas sur l'ensemble des TMS, mais les lombalgies et les pathologies de l'épaule, sachant que demain c'est également la thématique de ces journées. Et dans une population donc de salariés d'entreprises de moins de 10 salariés. Et dans un deuxième temps, d'évaluer la gestion des approvisionnements et de l'évacuation des déchets qui sont générés dans ces chantiers, dans ce type d'entreprise. Alors, hop. Bon, j'ai un petit souci pour passer les diapos. Donc, voilà. Donc, d'un point de vue méthodologique, donc c'est une enquête épidémiologique transversale. Alors, je suis épidémiologiste de formation, donc je vais essayer de ne pas être rébarbatif. La cible, c'était les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés. Le recueil des informations a été réalisé donc de septembre 2014 au 13 mars 2015. On a allongé un petit peu la durée de recueil pour avoir un nombre suffisant de réponses, pour être un peu représentatif de ces entreprises. Nous avons réalisé 2 questionnaires. Il y a 2 questionnaires qui ont été distribués, l'un aux salariés, l'autre aux chefs d'entreprise. Donc ce sont, et là je remercie également fortement les équipes pluridisciplinaires qui ont participé au recueil des informations, que ce soit les médecins du travail, les infirmières santé au travail, les assistantes santé au travail et les IPRP. Bon, la saisie, ça a été fait avec les nouvelles technologies et on a analysé à Limoges les données. Donc 2 questionnaires, un premier questionnaire salarié, donc ça consistait, et donc la cible ce sont les salariés contractuels, donc CDD, CDI ou apprentis, et pour donner un effet aléatoire, c'était les premiers salariés vus soit en visite périodique, donc on a ciblé les visites périodiques, pas des visites à problème, puisqu'on aurait éventuellement à ce moment-là une surestimation des TMS, ou lors d'entretiens médico-professionnels réalisés par les infirmières de santé au travail. Différentes informations ont été recueillies, des données sociodémographiques, données d'état de santé, données sur l'approvisionnement et l'évacuation des déchets à partir du vécu des salariés. Et un questionnaire entreprise. Il a été contacté, lorsque c'était possible, les chefs d'entreprise des salariés qui avaient été vus en visite ou d'autres chefs d'entreprise pour nous dire justement, lors de chantiers, sur des chantiers actuels, comment a été organisé l'approvisionnement et l'évacuation des déchets. Donc la suivante, s'il vous plaît. Alors, au global, 829 salariés ont répondu au questionnaire salarié.
Donc si on regarde la répartition, alors ce n'est pas une enquête nationale au sens l'ensemble des départements répondus, mais il y a quand même 31 services santé au travail de 31 départements qui ont répondu. On voit avec un cluster au niveau de l'Ille-et-Vilaine. La Haute-Vienne a été fortement également répondante, et puis l'Isère. Mais on voit globalement qu'il y a une répartition un petit peu sur l'ensemble du territoire. Lorsqu'on regarde qui a enquêté, c'est principalement les médecins du travail, donc à plus de 80%, et les infirmières de santé au travail. Concernant le questionnaire chef d'entreprise, 317 questionnaires ont été récupérés. Et là, vous voyez la répartition, ce sont les IPRP à plus de 40% qui ont enquêté, mais également les assistantes, les médecins du travail et les infirmières. Donc maintenant, je vais vous présenter de façon plus spécifique le questionnaire, enfin les résultats de l'étude de prévalence des troubles musculo-squelettiques dans ces entreprises, donc à partir du questionnaire salarié. Les données sociodémographiques d'abord, donc une grande majorité d'hommes, ce qui est classique dans le BTP. Alors je ne suis pas sûr qu'on soit représentatif par rapport à la population qu'on retrouve dans les TPE, puisqu'il y a quand même plus de 99% des répondants étaient des hommes. L'âge moyen était relativement jeune, puisque l'âge moyen c'était de 25 ans à peu près chez les femmes, de 16 à 35 ans, et de 35, presque 36 ans chez les hommes, et ça allait de 16 ans chez les apprentis jusqu'à 60 ans. Ce qui est important en termes de facteurs de risque, tout de suite, oui, ça ne va pas arriver. Voilà, l'IMC. Donc on voit que globalement, plus de 50% des gens avaient un index masse corporelle normal, c'est-à-dire entre 19 et 25, mais que globalement, dans le BTP comme dans la population française, on a quand même un certain nombre de gens en surpoids, et voire des gens avec des IMC supérieurs à 30, voire supérieurs à 35. Il y avait au moins 2% de la population qui était en obésité morbide. Donc ce sont quand même des facteurs de risque importants, en particulier pour les lombalgies. En termes de, puisqu'on va parler des épaules, j'étais trop vite. Donc la latéralité, on a une majorité de droitiers, puisque 89% étaient droitiers et 10%, 11% étaient gauchers. Là encore une fois, il y a entre 10 et 15% de gauchers dans la population générale. Donc on va bien voir les effets éventuellement de le fait d'être droitier ou gaucher par rapport à la survenue de ces TMS. Alors, hop, suivante. Alors j'ai fait des... Voilà, donc là, par rapport donc aux métiers déclarés, on voit que dans notre échantillon, il y avait un maximum de maçons. On retrouvera dans le questionnaire également, en chef d'entreprise, un maximum d'entreprises de maçonnerie. Plus de 22% étaient des maçons, des menuisiers 12%, 10% des couvreurs, etc. On voit quand même qu'il y a quasiment tous les métiers qu'on retrouve dans le BTP. Ah, j'étais trop vite. Excusez-moi, voilà. Donc étaient représentés dans l'échantillon. Ce qu'on a voulu regarder également, c'était est-ce que les gens qui déclaraient tel métier faisaient un seul métier, une seule tâche, est-ce qu'il y avait un seul poste de travail ou plusieurs. On s'aperçoit qu'en majorité, il y a, les différents professionnels exercent une seule tâche sur le chantier. 82% des maçons faisaient que de la maçonnerie. Les menuisiers, 89,3%. C'est sûr que quand on regarde les manœuvres, par définition, ils avaient plusieurs tâches. Donc, à l'inverse, si on veut, il y a 18% à peu près des maçons qui ont plusieurs activités. Et si on prend l'exemple, je sais pas moi, des carreleurs, donc là aussi, 88% ou 12% exerçaient plusieurs tâches sur le chantier. En termes d'ancienneté, l'ancienneté donc moyenne dans le métier était d'à peu près entre 14 et 15 ans en moyenne, et de 8 ans dans l'entreprise. Là, encore une fois, c'est important, on va voir que l'ancienneté peut être un facteur de risque de survenue de TMS. Donc, lorsqu'on focalise maintenant sur les lombalgies, donc, ce qui a été demandé comme question, c'est est-ce qu'il y avait eu des douleurs au niveau du bas du dos dans les 12 derniers mois. Et on s'aperçoit que 381 salariés, ce qui fait une prévalence, une fréquence de 46%, donc, avaient eu au moins une douleur dans le bas du dos au cours des 12 derniers mois. Ce sont des chiffres qui sont qu'on retrouve à peu près dans les différentes études également dans le BTP. Lorsqu'on regarde maintenant les effectifs par type de métier, donc on s'aperçoit que globalement, ce sont les terrassiers. Alors là, on était sur des faibles effectifs, mais globalement, 66% des terrassiers avaient présenté, donc 6 sur 9 avaient présenté des lombalgies au cours des 12 derniers mois. 60% c'est les étancheurs bardeurs, les carreleurs, plus de la moitié. Vous voyez qu'il y a un certain nombre
de professions qui, pour plus de la moitié, avaient présenté des douleurs du bas du dos dans les 12 derniers mois. Ce qu'on a fait également, on a regardé l'intensité par rapport à la fréquence. Donc on a fait ce qu'on appelle le score douleur. C'est le fameux questionnaire, le nouveau questionnaire de l'INRS en 2000, qui permet de calculer un score douleur qui par lui-même n'a pas de signification. Par contre, c'est intéressant quand on compare un groupe à un autre groupe. Et on s'aperçoit que les gens, en tout cas où la proportion de métiers, de personnel dans certains métiers qui sont les plus fréquents en termes de lombalgie, sont également ceux dont les douleurs, le score douleur était le plus important. Alors on a essayé de regarder, alors c'est une étude transversale, donc on ne peut pas calculer des facteurs de risque, donc on va dire plutôt les facteurs associés avec, entre les lombalgiques et les non lombalgiques. On s'aperçoit que globalement, le fait d'avoir un antécédent ou être atteint de rhumatisme inflammatoire, eh bien, il y a plus de gens, plus de personnes qui avaient également des lombalgies. Nous avons également évalué le stress à partir d'une échelle visuelle analogique, et le score classique, c'est de prendre 6 par rapport au stress. Eh bien, on s'aperçoit également que le stress, les gens stressés, avaient plus souvent des lombalgies, chose qu'on retrouve également classiquement dans les études épidémiologiques. Les autres facteurs qui étaient associés, c'était l'âge. Les gens qui avaient des lombalgies étaient plus âgés que ceux qui n'en avaient pas. Et c'était l'ancienneté dans l'entreprise également qui était associée au fait d'avoir des lombalgies. Concernant maintenant les épaules, voilà. Donc toujours pareil, les gens qui avaient eu des douleurs au niveau des épaules au cours des 12 derniers mois, on s'aperçoit que 228 salariés déclaraient avoir eu des douleurs au niveau des épaules, soit une prévalence de 27,5%, donc plus d'un quart des personnes ayant répondu se plaignaient de douleurs au cours des derniers mois au niveau des épaules. Lorsqu'on regarde les localisations, voilà, de jolis thorax et des épaules, 90 personnes avaient présenté des douleurs uniquement au niveau de l'épaule droite, donc la majorité droitier, 57 uniquement au niveau de l'épaule gauche et 81 avaient eu des douleurs bilatérales. Lorsqu'on regarde par rapport à la latéralité, 171 salariés avaient eu des douleurs au niveau de l'épaule droite, 92% étaient des droitiers, et par rapport à l'épaule gauche, 138 salariés avaient présenté des douleurs de l'épaule gauche et 86,2% étaient des droitiers. Donc les gauchers n'avaient pas plus souvent des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Donc là aussi, lorsqu'on regarde la répartition par métier par rapport aux douleurs au niveau des épaules, on s'aperçoit que, alors là aussi, il y avait un seul démolisseur, mais en tout cas ce démolisseur avait eu des problèmes au niveau des épaules. Les échafaudeurs aussi, probablement au niveau des postures, 66%, 63% par les ferronniers, les tailleurs de pierre, plus de 50%, et après en dessous de la moitié, mais les manœuvres aussi présentaient une fois sur deux des douleurs des épaules. Les maçons, eux, uniquement 17% avaient présenté des douleurs au niveau des épaules, alors qu'ils avaient présenté en grande majorité des problèmes de dos. Donc là, tout simplement pour vous montrer l'effectif, c'était par rapport à la répartition sur l'épaule droite, l'épaule gauche et l'aspect bilatéral. Donc globalement, les atteintes donc, sont quand même à droite, et on voit qu'il n'y a pas spécialement un métier qui va ressortir lorsqu'on regarde épaule par latéralité. Par contre, certains métiers paraissent plus générateurs de pathologie de l'épaule, liées probablement au niveau des postures. Comme tout à l'heure pour les lombalgies, lorsqu'on regarde les facteurs associés, on s'aperçoit que globalement, le fait de ne pas faire de sport est un facteur associé avec des douleurs des épaules. Donc le fait de faire du sport, alors je ne peux pas dire protège, parce que là encore une fois, on est sur une enquête transversale, mais en tout cas la proportion de personnes qui faisaient du sport avec des douleurs d'épaule était moins importante que ceux qui n'en faisaient pas. Les autres facteurs de risque associés, c'est toujours le stress. Les gens les plus stressés avaient plus souvent eu des problèmes d'épaule, et par contre, ils étaient plus âgés, de taille plus petite, et avaient une ancienneté plus importante dans le métier et dans l'entreprise. Alors on a regardé également les autres localisations articulaires. 311 salariés avaient déclaré avoir eu des douleurs articulaires autres que lombalgie des épaules dans les 12 derniers mois. Ça faisait 398 localisations. Lorsqu'on regarde la répartition, ce sont les genoux
en premier lieu qui sont déclarées, les cervicales, les poignets, les coudes, les hanches et rarement les chevilles. Et lorsqu'on calcule la fréquence ou la prévalence de ces douleurs au niveau de ces articulations, ben pour le genou, 18%, plus de 18% des salariés avaient déclaré des douleurs au niveau des genoux au cours des 12 derniers mois. Donc globalement, on avait ciblé les lombalgies, près de la moitié présente des lombalgies au cours des derniers mois dans l'échantillon, plus d'un quart au niveau des épaules et 18% présentaient des douleurs au niveau des genoux. Donc je vais donner maintenant la parole à Céline qui va vous présenter la deuxième partie qui est à partir du questionnaire chef d'entreprise sur les approvisionnements. Merci. Donc maintenant je vous invite à passer dans le monde passionnant du chantier. Donc c'est la deuxième partie de l'étude. Donc là on a ciblé sur la gestion des approvisionnements et des évacuations des déchets de chantier dans les entreprises, donc toujours sur les moins de 10 salariés. Donc là, on va s'intéresser aux réponses des chefs d'entreprise. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est aussi qu'on a souhaité les questionner sur un chantier en cours dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on leur a demandé, donc sur un chantier en cours en ce moment, comment gérez-vous en gros vos approvisionnements de chantier, vos évacuations de déchets. Donc, alors, sur les activités les plus représentées dans ce questionnaire, on retrouve à 20,8% la maçonnerie. Ensuite, on retrouve les menuiseries, la couverture, les peintres et poseurs de revêtements, la plomberie, le chauffage et climatisation. Donc là, on arrive à 9,8%. Donc, c'est les 5 premières activités les plus représentées, sachant qu'on a 317 questionnaires, donc on a 317 chefs d'entreprise qui ont répondu à nos questions sur cette thématique-là. Donc l'une des questions était de savoir s'ils avaient un référent santé-sécurité au travail. Donc 20,1% d'entre eux, à savoir 63 chefs d'entreprise, ont déclaré en avoir un de désigné dans l'entreprise. Donc là, on arrive aux approvisionnements. Donc on est sur le chantier, on va aller de la phase d'approvisionnement du chantier jusqu'au poste de travail. Donc on a essayé dans le questionnaire de différencier les différentes étapes qui nous amènent jusqu'au poste. Donc la première, c'était de savoir si, avant de commencer le chantier, est-ce qu'il l'avait préparé en amont, c'est-à-dire qu'avant qu'il commence. Donc, comment peut se manifester cette préparation? Ça peut être par une réunion. Donc là, 36% d'entre eux nous ont expliqué avoir fait une réunion avant le chantier. Ensuite, 35% nous ont dit ne pas forcément avoir fait de réunion, mais néanmoins une information. 11% réunion et information. Et 18% ne semblaient pas avoir communiqué d'informations particulières ni de réunion. L'une des questions, c'était de savoir s'ils considéraient que l'effectif sur le chantier en question était adapté ou pas. Donc là, plus de 95% d'entre eux considéraient que voilà, ils avaient suffisamment de salariés sur le chantier pour réaliser l'ouvrage ou du moins mener le chantier jusqu'au bout. On leur a demandé aussi s'ils étaient capables d'estimer sur ce chantier la charge que pouvait manutentionner un salarié, que ce soit en termes de matériaux et de matériel. Donc là, 69% d'entre eux ont été capables de le faire. Et si on regarde les réponses, la charge moyenne par jour et par salarié est de 453 kilos, sachant qu'on va de 5 à 3600 kilos. Donc c'est assez tendu. Donc là, on arrive sur les modes d'approvisionnement. Donc là, on a plus d'un tiers des chantiers qui sont approvisionnés par le véhicule dans l'entreprise et chargés manuellement. Donc là, on a déjà des manutentions manuelles qui arrivent. Ensuite, donc 36% le véhicule de l'entreprise chargé manuellement.
On a un certain nombre d'entreprises, donc là, 22% qui nous ont, enfin, les chefs d'entreprise nous ont expliqué qu'ils faisaient livrer par un fournisseur sur le chantier. On en a d'autres qui approvisionnent ce chantier via un véhicule de l'entreprise chargé, lui, mécaniquement. Et après, on a aussi des approvisionnements mixtes, fournisseurs et véhicules chargés manuellement. Donc là, on est à, si je ne me trompe pas, à 8,8%, non, 9,5%. Fournisseurs, véhicules chargés manuellement plus véhicules chargés mécaniquement. Fournisseurs plus véhicules chargés mécaniquement, véhicules chargés manuellement et véhicules chargés mécaniquement. Donc, on a plusieurs modes d'approvisionnement. Celui qui revient le plus souvent, c'est quand même un chargement manuel. Une autre étape importante dans les approvisionnements de chantier, c'est de savoir si, parce que c'est bien d'avoir des approvisionnements d'anticiper, c'est-à-dire d'organiser, mais après, si sur le chantier, il n'a pas été anticipé un endroit ou une aire de stockage pour disposer ces matériaux, ça peut être compliqué. Donc on leur a posé la question et 80% nous ont expliqué ont répondu oui à la question « Avez-vous prévu un endroit pour stocker les matériels et les matériaux ?» Après, à la question de savoir si cet endroit était accessible et à proximité des postes, on a 96%, plus de 96% des répondants, qui nous ont expliqué que cet endroit était accessible et du coup, j'imagine, pratique. Donc, une fois que le chantier est approvisionné, le matériel est disposé sur l'aire de stockage, mais on a encore une autre étape. Il s'agit de reprendre les charges et de les amener jusqu'au poste de travail. Donc là, ce qui vient en premier, ce sont les approvisionnements du poste de travail qui se font manuellement. Donc là, on arrive quand même à 57% des réponses, donc la majorité. Ensuite, on a 24% des approvisionnements qui se font de manière aidée mécaniquement et 19% où on a un mixte des deux. On leur a demandé quelles étaient les aides mécaniques utilisées. Donc là, on avait une liste d'aides proposées. Donc ce qui revient en premier lieu, ce sont les chariots élévateurs, ce qui peut peut-être s'expliquer parce que c'est un moyen d'aide à la manutention qui peut être utilisé par différents métiers. Et ensuite, on a le transpalette, les diables, et aussi d'autres qui n'étaient pas dans la liste. Alors souvent on pense aux approvisionnements de chantier, les entreprises anticipent l'approvisionnement des chantiers, mais si on a un flux entrant de matériaux et de matériel, on peut se dire que de toute façon il y aura aussi un flux sortant. D'où les questions sur l'évacuation des déchets, avec les mêmes des questions assez similaires sur l'organisation. Est-ce que déjà des moyens d'évacuation de déchets au poste de travail, quels étaient ces moyens d'évacuation? Donc là, on retrouve aussi une prédominance des évacuations manuelles, puisqu'on est à 70%, donc ce qui est quand même important. On a aussi un mixte mécanique et manuel à 19%. Et en dernier lieu, des évacuations exclusivement mécaniques à 11%. Donc comme pour les approvisionnements, on peut se poser la question de est-ce qu'un endroit était prévu pour stocker ces déchets. 65%, soit 209 chefs d'entreprise ont répondu en disant qu'il y avait un endroit de prévu. Donc là, c'est moins fréquent que pour les approvisionnements, parce que si je ne me trompe pas, on était à 80% à peu près. Cet endroit, néanmoins, lorsqu'il existe, semble accessible et à proximité, du moins c'est leur retour sur cette disposition. Et sur la façon dont sont évacués les déchets du chantier, on retrouve en premier lieu l'utilisation des fourgons, qu'on retrouve aussi dans pas mal de métiers dans les entreprises. C'est un véhicule qui est courant et qui semble être utilisé très souvent pour évacuer les déchets du chantier. On retrouve ensuite l'utilisation de camions-bennes. Les bennes à disposition, donc là on en a sur 18%
des chantiers. Et de manière beaucoup moins fréquente, on peut aussi avoir des camions grues auxiliaires pour les aider sur ces phases-là. Alors, sur l'évaluation de la gestion des approvisionnements, si on regarde les satisfaits et les très satisfaits, globalement, on a 93%, si je ne me trompe pas, des chefs d'entreprise interrogés qui sont plutôt très satisfaits. Après, sur les actions d'amélioration, il y en a certains qui n'ont pas forcément d'idée, donc là, ne sait pas. Pas d'amélioration nécessaire, donc on imagine que c'est probablement ceux qui sont satisfaits. Certains solliciteraient un achat, une location d'aide mécanique. Avoir des délais plus importants, donc ça revient à 14%. Et changer le conditionnement des matériaux, donc là aussi on a des réponses à 12%. Mieux organiser les chantiers, alors là c'est moins fréquent, on est à 8%. Bon, plus de 8%. La conclusion, au vu du nombre de questionnaires, que ce soit entreprise ou salariés, on peut se dire qu'on a eu des services de santé motivés, des équipes pluridisciplinaires impliquées, donc une bonne participation globalement des services de santé BTP et aussi des non exclusivement BTP. Faut souligner que cette étude, elle concerne exclusivement des TPE, donc des moins de 10 salariés. On a vu qu'il y avait une prévalence élevée des TMS, bas du dos, épaules, genoux. Et que, après, c'est pas une surprise en soi, puisqu'on on a interrogé des métiers qui sont à risque de manière certaine en termes de TMS. On peut aussi se dire que les approvisionnements et les évacuations de déchets sont encore très souvent réalisés de manière manuellement. Donc là, ça pose peut-être des questions d'organisation et de comment nous, en tant qu'équipe pluridisciplinaire, on peut les amener à se questionner sur la façon d'organiser et d'anticiper la préparation des chantiers pour éviter le système D, par exemple. Et aussi, peut-être pas assez de référents santé-sécurité pour être le relais du chef d'entreprise sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie.